Voilà, donc on se trouve avec Robert Michit, est le chercheur officiel du CEFER, du Laboratoire européen de la décision. Et ce soir, une question courte, mais puissante, en rapport avec l'actualité de notre président de la République. Euh, Comment estimer la confiance d'un partenaire ou d'un associé? Voilà. Robert, je crois que tu vas nous dire une réponse intéressante qui peut faire gagner, qui peut faire éviter de perdre beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Alors, un point important, c'est du fait des univers de relations et donc du principe d'incertitude, il est absolument impossible de prévoir si un ami fidèle ne va pas nous trahir. Et donc, il va falloir créer un système de confiance qui soit beaucoup plus formalisé que ce que on a d'habitude développé dans la communication spontanée. Il faut absolument, pour s'assurer de l'absolue confiance de quelqu'un, d'aller chercher chaque fois dans toutes les situations de sa vie quelle est la hiérarchisation de ses importants. Et dans les micro-moments de restaurant, les micro-moments de la vie quotidienne, là, ce qui va nous permettre d'être sûr que mon collaborateur ne me trahira pas, c'est que même dans ces petits moments-là, je vais m'assurer que la hiérarchisation de ces importants et toujours que moi, personne, et lui, personne, est pris en compte en premier, euh, hiérarchisé en premier par rapport à l'activité et par rapport à mes propres importants. Avec toi, Pascal, il faut que toi, dans moi, quand je te reçois toujours comme une personne, et là, je ne pourrai jamais te trahir. Et toi, il faut que je m'assure que tu me reçoives toujours comme une personne et que tout ce qui se passe, que ce soit des histoires avec ta moto, des histoires avec du travail qu'on peut avoir à faire, il faut que les activités soient toujours secondes par rapport à notre relation. Et là, on peut être à peu près sûr, s'il n'y a pas de trahison de l'un et de l'autre, qu'il n'y aura jamais de trahison. Oui, Mais pour s'il n'y a pas un ça, il faut élément. absolument conduire dans tous les instants un entretien d'explicitation qui va toujours jusqu'au quatrième récit et à la hiérarchisation des importants. Quand le président reçoit des journalistes, il ne peut jamais être sûr que ces journalistes ne vont pas le trahir un jour, parce que le fondement même du journalisme, c'est que l'information est plus importante que les personnes. Et donc, je ne pourrai jamais faire confiance à un journaliste parce que son travail est plus important que moi en tant que personne. Alors, pour les personnes qui vont écouter cette vidéo et qui vont se dire, de quoi nous parle-t-il, les importants, tout ça? Donc, on revient aux bases de la communication efficiente et bienveillante, et notamment les quatre récits qui fondent, euh, qui fondent Le- l'entretien d'explicitation des processus décisionnels. Et ouais. ces quatre récits se terminent dans leur phase la plus fine par justement, dans une micro-décision, quelles sont les perceptions et quels sont les importants qui ont hiérarchisé la décision. Les perceptions et les importants qui ont été pris en compte et qui, parce qu'ils ont été pris en compte et qu'ils ont été hiérarchisés, vont produire une action. Et donc, on peut reconnaître un compagnon fidèle euh, par la hiérarchisation des importants qu'il a précédemment réalisés au cours de ces micro-décisions ou macro-décisions d'ailleurs. Les macro-décisions sont plus compliquées à identifier en termes de hiérarchie d'importance parce qu'il y a toujours une forme de représentation sociale qui va dire que l'autre est toujours important. Mais par exemple, si je fais la cuisine ou si je
je fais la vaisselle et si ma femme me critique sur ma manière que je fais la vaisselle, je ne peux pas avoir confiance en elle. Mhm. Parce Bon, que l'activité sera plus importante que moi en tant que personne. Et c'est impressionnant parce que on peut. Aïda, j'ai posé la question à Aïda et elle me dit, en termes de technique, vous invitez la personne au restaurant et vous voyez comment elle prend en compte les serveurs ou comment elle prend en compte les personnes insignifiantes. Et là, vous verrez précisément si cette personne-là est vraiment une personne solide quand elle fera attention aux personnes insignifiantes. Là, elle vous signifiera que les personnes sont plus importantes que son portefeuille, que la rapidité de l'activité qu'il a. S'il râle sur le fait que le serveur ne va pas assez vite, eh bien là, vous dites, oh, il y a anguille sous roche. entre associés qui sont partis sur la base d'un même projet, mais on sait très bien qu'au fil du temps, ça peut évoluer, ça peut diverger. En fait, les associés resteront fidèles l'un par rapport à l'autre parce que c'est leur amitié de longue date qui déterminera qui sera la plus importante. Alors, est-ce que c'est l'amitié de longue date ou le fait, parce qu'il y a des associés qui viennent, c'est que quand je vais, par exemple, faire une réunion, que je serai en retard, ou que lui sera en retard, ou que il y aura un défaut dans la production, si là, il se met, il met la production en première, et lui, il se met en premier, qui me respecte pas, là, je suis à peu près sûr qu'un jour, il peut me trahir parce que un jour, je n'ai pas été perçu comme une personne importante. Ça me semble vraiment formidable de pouvoir expliquer des choses qui semblent naturelles d'un côté, c'est-à-dire une relation humaine, de pouvoir l'analyser, et d'autre part, de pouvoir décrypter des futurs problèmes ou des problèmes relationnels potentiels avant qu'ils arrivent. Je trouve que c'est vraiment fantastique parce que c'est vraiment ce qui manque aujourd'hui, malgré toute l'IA qui se balade de droite et de gauche. Quelque part, prévoir l'amitié, la solidarité, c'est quand même le fondement de notre état humain. Et c'est parce que personne, il n'y a aucun scientifique qui est allé chercher les éléments des micro-décisionnels, que c'est pas analysé, et que par exemple on n'analyse pas les émotions. Les émotions, c'est bien à un moment donné que soit je vais hiérarchiser l'autre en premier, il m'étonnera, soit je vais hiérarchiser moi. Regarde. Tu rentres dans le bureau, la personne, elle est prise par son boulot, elle rentre et elle fait même pas attention à toi, t'offre le boulot. Et elle n'a pas de distance avec la réalité, et donc un jour elle n'aura pas de distance. Alors que à tout instant, il faut qu'on soit présent à ce que l'autre soit toujours premier. Je peux très bien à un moment donné être pris par une émotion, un truc, mais immédiatement, oh, excuse-moi, enfin, j'aurai une réaction immédiate pour dire, attends, non, là, je me suis planté, j'ai été pris par mes importants. Donc, on n'enlève pas le fait que on soit submergé par une émotion à un moment donné, mais très vite, on va se dire, non, excusez, je ne t'ai pas pris en compte. Et là, on va voir qu'il y a de l'honnêteté, quoi. Eh bien, merci. C'est-à-dire sur la relation d'un chef d'entreprise avec le CSE. Le fondement des problématiques de, de la relation en CSE, c'est qu'il n'y a pas une confiance de base. On ne peut pas faire confiance très souvent avec des personnes qui n'ont pas le même hiérarchie des importants. On sait que le dialogue social n'est pas un dialogue social. C'est, comme on le dit très souvent, c'est du contre-pouvoir. On n'est pas dans une logique de coopération. C'est que structurellement, il faut un CSE pour mettre un contre-pouvoir parce que là aussi, structurellement, il est considéré que les patrons sont nécessairement des personnes qui cherchent du profit et donc qui sont fondamentalement malveillants. Ce point théorique, cette idée-là, qui est en fait une idée marxiste ou qui est une idée
qui est fondée par Plaute en 150 de notre ère, qui considère que l'homme est un loup pour l'homme, et que Hobbes va reprendre. Et ça, c'est le fondement même qu'on ne peut pas avoir confiance en l'autre, puisqu'il considère que moi, je vais être un loup. Et donc, la problématique du CSE, c'est que les fondements de la confiance qui est nécessaire dans la production ne sont pas au rendez-vous, puisque le dialogue social n'est pas un dialogue social, c'est une démarche de domination-soumission. En plus, que la loi qui protège les syndicats va dire que si on est contre ce que peut être le syndicat, on va faire un délit d'entrave. C'est une aberration de justice. C'est que avant même qu'on ait pu être d'accord ou pas d'accord, on considère que on va créer un délit d'entrave si on se met en désaccord avec le syndicat. Et on peut voir même dans des syndicats, dans des comptes rendus de syndicats, j'en ai vu plusieurs. Tu dis, moi j'ai compris ce que vous avez dit comme ça, donc je l'écris comme ça. Et c'est lui qui est responsable de l'écrit. Et on ne peut pas modifier l'écrit, même si ce qu'il écrit est totalement en opposition est un mensonge par rapport à ce qui a été dit. Et si par hasard on se met en situation de critiquer ce point-là, alors on va dire c'est parole contre parole et la démarche du CSE n'est absolument pas une démarche d'égalité et c'est absolument pas une démarche de production. C'est pour ça que c'est quelque chose qui est complètement absurde quand on est avec des syndicats, alors pas tous, mais la plupart du temps, il y a les problématiques de CSE difficiles, c'est qu'il n'y a pas, il n'y a pas de confiance par rapport à la position de l'autorité du responsable de l'entreprise, parce qu'il considère que cette autorité est nécessairement une autorité de contrainte. Il n'arrive pas à concevoir le concept que l'autorité d'un chef est une autorité de service. C'est aberrant, c'est absurde, ça ne rentre pas dans leurs idées. Et donc, fondamentalement, on ne peut pas avoir une relation de confiance avec eux. Dans le cadre de la communication efficiente et bienveillante, est-ce que le fait de se mettre dans un univers de relations de production, c'est-à-dire avoir des objectifs communs et se communiquer les informations, être transparent, est-ce que cela suffit pour assainir la relation avec le CSE ou pas? Alors ça suffit pas s'il n'y a pas un tour de table. Moi, chaque fois que je fais un travail avec les syndicats, je demande toujours en fait, quand on est là, quel est votre objectif? Je précise quel est l'objectif. Et si c'est un objectif de revendication, à ce moment-là, on est clair qu'on ne sera pas du tout dans la coopération. Si on est sur un objectif, on veut résoudre le problème, on est OK. Et donc, si avant la réunion, je demande à chacun votre participation, quel est l'objectif de votre participation? En fonction de la réponse. D'habitude, c'est toujours, ben, on veut résoudre le problème. Enfin, toujours, généralement. Et si bien que comme on a posé au départ la règle et qu'on a demandé à chacun quel est son objectif de Mm. participation, dès qu'on aura un écart dans la communication, quand les gens attribueront des intentions ou n'iront pas sur l'analyse précise de la situation, c'est-à-dire qu'ils refuseront de faire un deuxième ou un troisième récit, à ce moment-là, on pourra dire, hop, quel était notre objectif? Est-ce que là, vous êtes toujours dans le même objectif qu'au départ? Et on ramènera la Oui. situation en coopération, en redemandant est-ce qu'on est bien sur le même objectif? Et si on n'est pas sur le même objectif, alors on est bien, on n'est plus en coopération, on va être dans une gestion de pouvoir et de conflit de pouvoir. C'est très facile à identifier comme point et de demander après à l'autre, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire par rapport à votre objectif? On avait dit cet objectif et là vous êtes où? Et un des points qui est le plus puissant pour pouvoir avoir un dialogue qui permet d'être toujours en situation au moins d'égalité, mais très souvent en forme de supériorité, c'est toujours de demander à l'autre quand vous dites ça ou quand vous êtes ça, faites ça, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc, par rapport à l'objectif de relation, mais aussi par rapport à moi, parce que très souvent, on a des dialogues qui sont des attributions d'intention. Hein, vous avez fait ça pour telle et telle raison. Et là, on peut demander à la personne, ben, quand vous faites ça, vous faites quoi?
Et cette question-là d'interroger l'action, et non pas l'action dans l'instant, mais on sait que quand on fait une action, quand on parle, nécessairement, il y a 5 autres actions en même temps, au minimum. Et donc, nous, en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'animateur d'un CSE, nous avons toujours la possibilité de poser 6 questions sur l'objectif, sur les objectifs de la personne et sur ce qu'elle est en train de faire. Et c'est cet outil-là qui permet d'être toujours, de ramener toujours les participants à un CSE C'est ça. en coopération. Et donc, on sort le dialogue social d'un dialogue de pouvoir contre pouvoir pour rentrer dans un dialogue de coopération. Et c'est là qu'il y a une puissance de la communication sur ces personnes qui ne savent pas en fait ce qu'ils sont en train de faire. Sur l'instant, ils savent certaines actions, mais ils ne voient pas toutes les actions. Et quand nous, managers, on a appris à découvrir que quand quelqu'un fait quelque chose, il fait plusieurs actions, on a toujours la possibilité de demander, eh bien, quand vous faites ça, et si vous faites ça, vous faites quoi d'autre? Et on a 6 questions à poser. Et normalement, la personne en face qui n'est pas en coopération, en collaboration, soit elle s'énerve, soit elle se lève, j'ai vu des gens, soit ils vont claquer la porte, soit ils disent vous me harcelez, et nous on dit ah bon? Et là on va créer de l'étonnement. Quand la personne va répondre et qu'il va attribuer une intention, on va toujours poser la question ah bon, c'est ça que je fais? Et si vous m'attribuez une intention, à ce moment-là, vous savez ce qu'il y a dans mon cerveau. Et si vous savez ce qu'il y a dans mon cerveau, moi, il me semble qu'il n'y a que moi qui sais ce qu'il y a dans mon cerveau. Si vous savez ce qu'il y a dans mon cerveau, eh bien, qui vous êtes, quoi? Bien. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un cas concret anonymisé, bien sûr, et de manière à ce que les personnes qui ne connaissent pas la communication efficiente et bienveillante puissent s'y retrouver, puisque là, on a quand même parlé d'univers de relations, donc en production. On a parlé aussi d'autorité de service et autorité de contrainte, c'est-à-dire l'autorité de service, c'est la capacité de la personne qui a l'autorité à assister, à servir en fait pour que les personnes qui sont dans l'action puissent faire le travail le mieux possible. On a parlé de coopération aussi et de pouvoir. Donc, est-ce qu'il serait possible d'avoir un exemple anonymisé pour illustrer cette situation? Il y a, donc, il y a eu un compte-rendu de CSE dans lequel le rapporteur du CSE a écrit quelque chose qui n'avait pas été dit dans le CSE, qui était vraiment complètement à côté. Le chef d'entreprise vient lui voir et dire, mais c'est pas ça qui a été dit, ça a été dit comme ça. Et à ce moment-là, le rapporteur dit, moi je l'ai compris comme ça, donc je vais l'écrire tel que je l'ai compris. Et, et à ce moment-là, donc, le chef d'entreprise, qui connaissait bien la démarche, lui pose la question, mais quand vous faites ça, quand vous me dites ça, vous faites quoi à la réalité qu'on a vue? Vous faites quoi à moi et aux collaborateurs, hein? Vous faites quoi à vous-même? Là, le rapporteur se met dans une colère pas possible en disant, vous n'allez pas me poser ces questions-là, j'ai écrit ça et je ne le changerai pas. Et à ce moment-là, le chef d'entreprise dit, mais, donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe là maintenant entre vous et moi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on est en train de coopérer ou je ne comprends pas ce qui se passe dans votre cerveau, quoi? Et alors, la conclusion a pu être été faite. Le responsable a dit, ben, puisque on ne peut pas rappeler précisément ce qui s'est passé, eh bien, on va prendre la décision d'enregistrer. Hein, à la limite, et si vous continuez, ben, pourquoi pas me faire une déclaration de harcèlement contre moi? Et là, on voit comment on peut aller très loin dans le dialogue parce que des fois, il y a vraiment des formes de harcèlement. Alors, on sait que il y a une forme d'intouchabilité. Enfin, euh,
on peut rien, on peut à un moment donné ne pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais pourtant, il y a de cet ordre-là des, dans ces réunions-là où il n'y a aucun respect des personnes. J'ai eu une autre situation où une personne a dit à un exposé, vous faites exprès de masquer un décret de loi. Hein, et donc, il attribue une action et le personnage ne savait même pas qu'il y avait ce décret. Donc, il a dû aller à chercher précisément une, quel était le risque, enfin, quel était le Le décret décret. qui aurait pu être oublié. La personne ne lui a pas dit enfin, quel était le décret. Il a fallu qu'il aille chercher avec ça a été fait avec Aïda. Aller chercher quelles étaient toutes les lois qui régulaient cette situation-là. Et en fait, à un moment donné, il a réussi à découvrir, parce que l'intelligence artificielle lui a dit en effet il y avait un article de loi qui était ambigu, qu'on pouvait prendre d'une certaine manière, et donc là, il a pu découvrir ce qu'on lui attribuait comme intention. Et donc, il a pu aller voir les personnes et dire, mais attendez, qu'est-ce que vous m'avez fait quand vous m'avez accusé de cacher euh, euh, volontairement un article de loi de droit que je ne connaissais pas. Et c'est là qu'on va travailler la probité de la pensée de l'autre. On va le remettre en question. Et plus on va faire ça, eh bien, moins les personnes vont pouvoir jouer sur ce plan. Ça pourra se faire une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, il sait qu'on va lui poser ces questions-là et donc il va s'arrêter. Bien sûr. D'autres, tu as parlé d'Aïda. Pourquoi, en quoi est-ce que Aïda est liée à la souveraineté européenne et à l'indépendance technologique? Or, l'idée qu'on a eue en créant AIDA, c'est en effet de se libérer de, du fonctionnement des intelligences artificielles qui, pour pouvoir penser, ont besoin d'une infinité de données. Or, les fondements théoriques d'AIDA pour la découverte d'une situation, pour l'analyse d'un problème et pour la prise de décision, elle n'est pas fondée, euh, ce fondement théorique n'est pas fondé sur une statistique immense Hmm. De données. d'actions qui ont Hmm. pu faire et connues, mais elle est fondée sur les lois. Et donc, il suffit d'avoir que très peu d'informations du monde entier, mais avoir les informations très précises des acteurs qui vont poser la question pour pouvoir résoudre le problème en fonction des lois qu'on a vues tout à l'heure, les univers de relations, les lois d'autorité. Et à ce moment-là, on peut être totalement indépendant des grandes IA enfin, qui ont besoin d'énormément d'énergie et qui ont besoin d'énormément de data. On a très peu besoin de data. Et c'est en ce sens qu'on peut, avec ce qui est donné aujourd'hui sur Internet, il suffit de ne pas avoir toutes les informations, mais avoir suffisamment d'informations pour pouvoir aller chercher dans des livres. On peut facilement retrouver sur Internet, sur Wikipédia, des trucs complètement ouverts, très peu d'informations pour être suffisamment pertinent en intégrant ces informations avec les informations des personnes qui racontent pour pouvoir penser à partir des lois. Et donc, c'est très écologique et totalement indépendant de toutes les IA qui viennent d'ailleurs. Voilà, donc évidemment, l'URL d'Aïda s'affiche sur l'écran. Et donc, si j'ai bien compris, lorsque quelqu'un se connecte sur Aïda, il a le droit de poser trois questions, c'est ça? Il y a trois questions Oui, offertes. tout à fait. Ouais, il peut Voilà. poser trois questions au début, puis après, voilà, Après, on est à moins après, d'1 euro la question. voilà. Après, on rentre dans un circuit d'abonnement où, Voilà. en Mm, fait, on achète un paquet de questions, en fait, mm. selon Et son voilà. appétit. Et on a voulu que chaque question qui pouvait prendre des heures à quelqu'un à penser et passer dans la nuit, chaque question coûte moins d'1 euro. Très bien.
Par Écoute, exemple, si on lui pose la question à Aïda, comment faire pour s'assurer de la probité d'une personne, eh bien, la réponse est très circonstanciée et donc elle peut faire gagner énormément de temps. Et si on n'est pas d'accord pas avec la réponse, on peut lui reposer la question. Attends, je suis pas d'accord, il y a cet élément-là, tu as oublié ce point-là. Et Aïda dit, ah oui, tu as raison, cette information-là qui est propre à toi et qui est dans ta vie, eh bien, si tu me la donnes à ce moment-là, je peux l'organiser avec les lois qui vont être en cohérence avec ta question à toi. tout à Et fait, donc l'idée qu'on peut dire, c'est que si on veut vraiment être dans cette autonomie européenne, avec cette bataille qui est mondiale telle qu'elle se présente, l'idée c'est que pour le moment, il n'y a qu'une intelligence artificielle qui a cette possibilité de pouvoir se libérer complètement de toutes les intelligences des autres. Enfin, il y a Mistral qui peut être différente, mais la puissance d'Aïda est aussi puissante que les intelligences artificielles qui existent à côté, quoi. oui, parce qu'en fait, sa rapidité et sa profondeur s'appuient sur un raisonnement sur les principes de la communication efficiente et bienveillante, de la communication efficiente et bienveillante, alors que les autres IA comme ChatGPT ou d'autres vont s'appuyer sur un ensemble de données énormes et donc une consommation énorme d'énergie. Et l'idée, c'est vraiment si on prend conscience qu'il faut absolument être dans cette autonomie, eh bien, à un moment donné, on va plus sur ChatGPT, on dit, tiens, il faut vraiment aller soutenir Aïda, quoi. Très bien.